Alors, pour finir avec la rubrique des informations, c'est le moment où je vais vous donner le scoop. On va aller à l'OTR. On va aller à l'OTR. Un instant. Alors, M. Tchodier, euh, euh, il était avec Fonia Simbe. Fonia Simbe l'a envoyé dans une mission il n'y a pas longtemps, quelques jours. Et c'est au retour de cette mission qu'il bombe le torse et il nous dit ouais, que lui, il est là, et il a la force, il a ceci. Et il dit qu'il est le plus compétent au Togo et que Ford ne peut pas se passer de ses services. Voilà quelqu'un qui a été pris dans la nasse d'un grand scandale. Au lieu que la justice cherche à l'écouter, Ford Nyasingbe, d'ailleurs, que tu as dit servir, le protège et continue de l'utiliser, de l'envoyer discrètement dans l'émission. Et comme lui-même, il est bavard, il sort pour bomber le torse pour dire oui, rien ne m'arrivera, le chef de l'État, ou comment ils appellent, le PC vient de m'envoyer encore une mission, je viens de rentrer, je lui ai fait un rapport, il est content, et machin. En tout cas, on verra bien avec le temps. Mais ce n'est pas de ça que je vais vous parler. Le dossier de l'OTR, de ces deux dames-là, on peut avoir leurs photos, a évolué depuis la semaine dernière. Donc, Dame Biléo, ancienne directrice des renseignements au niveau de l'OTR, et Madame Clouvi Délégan Chimène Foligan, la receveuse, inspectrice des douanes, receveur auprès de Madame Doncor. Alors, ces deux dames, je vous avais dit qu'il y avait une ouverture d'enquête, une instruction au niveau du doyen des juges. Ces deux dames ont été inculpées la semaine dernière par le doyen des juges Poutouli. Les charges, elles ont été inculpées par le doyen des juges. Elles ont été convoquées par voie d'huissier individuellement. Elles se sont rendues dans le bureau du doyen des juges. Madame Doncor était assistée du cabinet maître Katakiti Afo Gado, un de ses avocats qui s'appelle maître Djourma. Donc, elle était assistée par ce cabinet d'avocats et elle est passée devant le doyen des juges qui lui a notifié les charges et son inculpation. Et elle n'a pas pris la parole, elle n'a rien dit devant le doyen des juges au cours de la comparution. Ensuite, il y a eu madame ou mademoiselle Dédégan, Clouvi Foligan, Dédégan Chimène, qui a aussi passé devant le doyen des juges. Elle autre n'avait pas d'avocat, elle n'était pas assistée par un avocat, elle a comparu seule. Et l'autre, elle a parlé à la question de savoir où est-ce qu'elle a trouvé les fonds. Elle a dit au doyen des juges que les fonds qu'elle a déposés à l'assurance proviennent de 3 sources. La première source, qu'elle a un petit ami aux États-Unis qui lui a envoyé 30 millions dans le cadre d'un chantier un chantier qu'elle doit faire. Donc, elle avait ces 30 millions qui sont venus des États-Unis. Ensuite, qu'elle a vendu un immeuble dans le quartier de Djiranawe. Et troisièmement, elle a ajouté aussi des intéressements que certains clients lui faisaient quand elle était en poste au port autonome de Lomé. Donc, c'est les 3 canaux de provenance de l'argent qu'elle a cités devant le doyen des juges. Et à ce stade-là, ce n'est pas encore une audition au fond. Et donc, c'est ce qu'elle a eu à dire. Et donc, le doyen des juges les a inculpés assortis des conditions drastiques suivantes. Confiscation de leur passeport avec interdiction de sortie du territoire, obligation pour les 2 dames de se présenter chaque début du mois dans le bureau du doyen des juges pour émarger une fiche de présence, gel de leurs avoirs dans toutes les banques et les assurances, et puis voilà une dernière condition, interdiction, non pas une interdiction, si elles veulent se rendre à l'intérieur du pays, si elles veulent sortir de Lomé, il faut qu'elles obtiennent l'autorisation du juge avant de sortir de Lomé. C'est-à-dire, si elles veulent se rendre à l'intérieur du pays,
il faut qu'elles obtiennent une autorisation préalable du juge avant de sortir de la ville de Lomé. Bon, je ne sais pas quelle est la limite aujourd'hui de la ville de Lomé et je ne sais pas dans quel quartier elles habitent, mais on leur a dit, pour sortir de la ville de Lomé, il faut obtenir une autorisation. Je répète, les conditions drastiques qui leur ont été imposées sont les suivantes. Confiscation de leur passeport avec interdiction de sortie du territoire. Ensuite, gel de leurs avoirs dans toutes les institutions financières à titre conservatoire. Elles ont l'obligation de se présenter chaque début du mois au bureau du doyen des juges pour émarger une fiche de présence. Et pour aller à l'intérieur du pays, elles doivent obtenir au préalable une autorisation du doyen des juges avant d'aller à l'intérieur du pays. Alors, les charges qui sont retenues contre elles, c'est l'enrichissement illicite et le blanchiment de capitaux. Donc, ce sont les deux charges qui sont pour le moment retenues contre ces deux dames-là. Et elles ont comparu libres, elles sont retournées chez elles libres. Et les enquêtes continuent. Et certainement, la prochaine fois que le doyen des juges va les écouter, ça va être une audition au fond du dossier. Alors, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Je sais que ces dames-là, elles ont dissimulé beaucoup d'argent aussi sur les comptes de leurs parents. Je vous donne par exemple le cas de mademoiselle Dédégan, Clouvy Dédégan. Elle a mis de l'argent sur les comptes de plusieurs de ses parents, de ses sœurs, et elle utilisait même de l'argent pour faire des mariages arrangés à ses sœurs pour pouvoir partir aux États-Unis, et elle payait parfois par mariage 25 000 $, 30 000 $. Et elle a une de ses sœurs qui est déjà aux États-Unis, avec laquelle ils ont fait ce mariage arrangé. Le monsieur descend à Lomé, c'est des Américains, et ils font le mariage dans une mairie. Ça permet à la dame, à sa sœur, d'obtenir un visa pour pouvoir partir aux États-Unis. Une est déjà aux États-Unis, elle a déjà la green card, ça a été payé à 30 000 $. Une deuxième, un mariage a été fait, elle s'apprêtait à prendre les visas quand Donald Trump a arrêté les visas pour le moment, donc elle traîne à Lomé. Et sur les comptes de cette dame-là, ils ont beaucoup d'argent. Et donc, quand elle va dire devant le juge que c'est son ami aux États-Unis, son mari ou son copain qui lui a envoyé 30 millions pour faire un chantier, et elle-même, elle a vendu une maison, et après, il y a les cadeaux que les gens lui donnent dans le cadre de son travail, c'est avec tout ça qu'elle est partie faire l'assurance vie. Je ne sais pas si elle prend le juge d'instruction pour un con, parce que si le juge d'instruction est arrivé à les inculper, c'est qu'il a déjà tous les éléments en sa possession pour pouvoir les inculper. Et la semaine prochaine ou dans les jours prochains, c'est M. Labari qui va passer aussi devant le doyen des juges d'instruction. Et donc, c'est un dossier qui suit son cours. Et tous ceux qui ont raconté leur vie en disant « Ah oui, que c'était des histoires et tout ça », maintenant, vous pouvez aller chez le doyen des juges, son bureau est au tribunal, pour lui poser la question de savoir sur la base de quel élément probant qu'il inculpe les deux dames. Parce que si on vous inculpe pour blanchiment d'argent et enrichissement illicite, c'est des charges très lourdes. Si le doyen des juges, après avoir ouvert son instruction, en arrive à cette conclusion-là, c'est que c'est des charges très, très, très lourdes. Et c'est tellement qu'il en a découvert plus que nous-mêmes. Donc, voilà ce que le scoop que j'ai voulu vous donner sur le cas de l'OTR. On va publier tout à l'heure un article pendant que je parle sur notre site internet www.l'alternative.info. Je pense que l'article est déjà en ligne. Merci Isidore. Et donc, vous pouvez lire l'article complet là-bas. Et voilà. Donc, voilà. Je reviendrai tout à l'heure sur cette affaire dans le dossier Adjouvi, le doyen des juges et tout ça. Donc, voilà pour cette première série d'informations, ce que je pourrais partager avec vous par rapport à l'OTR. Et donc, voilà. Et avant de tomber sur le projet de l'eau, avant d'aller sur le dossier d'Adjouvi, je voudrais, dans cette pause-ci, rendre hommage à un ami. Un ami qui n'est plus avec nous aujourd'hui et qui a été quelqu'un d'assez important pour moi. Aujourd'hui, nous sommes le 17, demain c'est le 18. Ça fait 3 ans que cet ami nous a quittés. Et cet ami, c'est Bertin Agba.
Et je vous ai parlé longuement ici de cet homme d'affaires togolais qui a vécu la persécution du régime de Faure Gnassingbé jusqu'à la mort. Et demain, ça fera 3 ans qu'il nous a quittés. C'est un homme, un homme d'affaires, hors pair, qui était sollicité partout en Afrique pour apporter des hommes d'affaires pour beaucoup de chefs d'État. Il est allé partout. Il avait la confiance de plusieurs chefs d'État en Afrique de l'Ouest, jusqu'en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, jusqu'en Afrique du Sud. Il faisait beaucoup de choses. Il faisait venir les hommes d'affaires dans les grands palais et il faisait venir beaucoup de moyens pour construire des cités, des hôpitaux dans certains pays. Mais nous, on n'en a pas vraiment profité. Ici, on le voit avec le président Nana Akufo-Addo. Et là, il est avec M. Biderman, qui est aussi décédé, qui est un grand homme d'affaires français qui n'est pas assez connu comme les Bolloré ou comme les Bouygues, mais un très, très grand homme d'affaires français qu'on appelait Biderman. Je pense qu'il est mort de Covid. Et là, c'était pour de grands projets avec des Chinois au Ghana. Et on l'a vu avec Tshisekedi, on l'a vu avec Jacob Zuma, on l'a vu avec Adama Barrow, on l'a vu avec les présidents du Nigeria. Et je tiens aujourd'hui à lui rendre hommage, à lui témoigner, à témoigner à sa famille, ses enfants, ses cousins, ses frères, toute ma sympathie, et dire qu'on ne l'oublie pas. On ne l'oublie pas. Et c'est des gens qui auraient pu faire beaucoup pour le Togo si le Togo changeait demain, auraient pu amener beaucoup d'opérateurs économiques, des hommes d'affaires pour changer le visage de notre pays. Malheureusement, on l'a perdu dans des conditions assez floues jusqu'à ce jour. Il a vécu la persécution du régime Faure Gnassingbé jusqu'à la mort. Et je voulais vraiment lui dire merci parce qu'il y a 3 ans et quelques jours, je suis arrivé en France et au bout de 3 ans, on en parlait beaucoup, le cas Isidore, le cas Eric et tout ça. Je suis fier de lui dire là où il est que 3 ans après, ces 2 amis qui ont eu aussi à subir des déboires à cause de moi, aujourd'hui, j'ai réussi à les faire venir chez moi et nous sommes ensemble aujourd'hui en France pour relancer totalement nos activités. Et je suis fier d'avoir fait ça, d'avoir en 3 ans fait venir 2 confrères, 2 compatriotes, 2 amis, 2 frères qui ont subi la foudre juste parce qu'ils étaient avec moi. Et ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Et je pense que là où il est, puisqu'on en a parlé, là où il est, il peut se réjouir de ce que j'ai eu à faire. Et je tiens à lui dire merci, à saluer sa mémoire et à saluer toute sa famille. Merci beaucoup pour la technique. Alors, on va tomber sur le projet qui a créé le bang-bang entre Mme Mili Aziablé et le ministre Ali Puy. Alors, la dernière fois, je vous ai dit que il y a une dame qui est partie ramasser les meubles d'un ministre dans son bureau, laissant le ministre sans table, ni chaise et tout ça. Alors, c'est quoi le problème? Parce que ça ne pouvait pas se passer s'il n'y avait pas un problème. Pardon. C'est quoi le problème? Il se fait que le gouvernement togolais, en 2021, a introduit auprès de la Banque mondiale une requête afin de solliciter un appui technique et financier pour identifier et apporter des solutions aux problèmes que rencontrent les services d'eau et d'assainissement de Grand Lomé. Et donc, un projet a été mis en place, projet dénommé projet d'alimentation en eau potable et assainissement du Grand Lomé. Et ce projet couvre 7 grandes agglomérations du Grand Lomé. Vous pouvez aller sur le site de la Banque mondiale pour voir ce projet. Et ce projet devait s'étaler, devait être implémenté à Detikopé, à Toglekope, à Corée, Zanguera, Devego, Apesito et Kakaveli. C'était pour régler les problèmes d'eau que rencontrent ces quartiers périphériques de la ville de Lomé. Et ce projet a été chiffré à 75 milliards. 75 milliards. L'enveloppe globale même, c'est 115 milliards de francs CFA, donc 45 milliards
hein, pour l'eau, pour l'assainissement, et pour l'eau, pour l'adduction d'eau. Et donc, lorsque le ministre Yark est venu au niveau du ministère de l'eau, il a pris contact avec la Banque mondiale pour ajouter à ces deux projets-là une doléance, notamment deux forages qu'il faut faire, deux forages profonds qu'il faut faire pour faire fonctionner le château d'eau de Baie et le château d'eau du campus de Lomé, campus Nord. Donc, le ministre Yark a sollicité que, en plus des 7 agglomérations qui ont été déjà retenues, il faut faire 2 grands forages pour alimenter les châteaux d'eau qui sont vides. Il y a beaucoup de châteaux d'eau à Lomé, vous les voyez, c'est des châteaux d'eau qui sont vides. Il faut faire des forages profonds pour mettre l'eau dans les châteaux. Donc, Yark a demandé qu'on puisse ajouter ce truc-là. Et donc, il y a eu, comment appelle-t-on, les fonds ont été débloqués. Et non, il y a une convention qui a été signée. Si vous voyez sur le truc, vous allez voir la date de la convention. J'ai mis tout ça sur papier. Donc, il y a une convention qui a été signée. Il y a eu les fonds qui sont mis à disposition et le projet devait commencer. Mais, patatras, les problèmes ont commencé par surgir. D'où viennent les problèmes? Les problèmes ont commencé avec l'appel d'offres. Il y a eu un premier appel d'offres du 11 octobre 2024 avec, entre-temps, Yark est parti, donc Mme Myriam Aziablé est venue au ministère et quand elle est venue au ministère, je vous disais la dernière fois qu'il y a des ministres même qui enlèvent les meubles de leurs anciens collègues, qui enlèvent les rideaux. Elle a fait des travaux dans l'immeuble, un immeuble qui appartient à l'État et donc qui est du ressort du service matériel. Avant de toucher à un immeuble qui appartient à l'État, il faut avoir quand même une autorisation. Mais cette dame, elle s'en foutait pas mal. Dès qu'elle est arrivée au ministère et que Yark est parti, elle a refusé d'occuper les bureaux. Elle a fait des travaux à coût de beaucoup d'argent. Elle a cassé jusqu'à casser les carreaux. Elle a enlevé même les carreaux qui étaient là avant Yark. Alors que Yark est venu trouver les carreaux. Et lui, il est venu rester. Mais elle a changé tout, jusqu'aux carreaux. Je ne sais pas si elle pensait que c'était sa maison. Elle a changé tout, jusqu'aux carreaux. Donc, il y a un appel d'offres qui a été lancé pour choisir les entreprises qui vont exécuter ce projet-là. Nous sommes toujours dans le domaine de l'eau. Et au bout de cet appel d'offres du 11 octobre 2024, il y a eu 6 sociétés qui ont soumissionné et il y a eu une société qui a obtenu le marché, qui s'appelle Green Forage Energy. Et donc, comme cette société a obtenu le marché, Green Forage Energy, Mme Myriam Aziablé, qui voulait que le marché aille à une autre société, a estimé que elle n'était pas d'accord. Elle n'était pas d'accord et elle a fait bloquer l'appel d'offres. Donc, elle a fait bloquer l'appel d'offres. Ils ont trouvé des arguments et tout pour rejeter les résultats de l'appel d'offres. Parce que la société qu'elle voulait faire, qu'elle voulait promouvoir, qu'elle voulait voir passer, obtenu le marché, cette société n'est pas passée. Elle était plus disante. Et il y a une autre société moins disante. Donc, vous avez toutes les sociétés qui ont participé. Il y a eu FFA MNS qui était à montant hors taxe 1 milliard 845 000 et tout ça. Il y a une autre société, GAM Construction, qui était 1 milliard 99 millions. Il y a Esomif Sassu qui était à plus de 1 milliard 400. Il y a Pagipro Hyper Group qui était à 1 milliard 300. Il y a Green Forage Énergie qui était à 1 milliard 400. Il y a Saddam Construction qui était à 1 milliard 345. Donc, elle a refusé. Donc, l'appel d'offres a été annulé parce qu'elle n'était pas d'accord, parce qu'elle voulait que l'appel d'offres aille à un de ses amis. Il y a eu un deuxième appel d'offres. Donc, la première société qui a gagné le marché, elle n'a plus participé, elle s'est fâchée, elle n'a plus participé. Il y a eu un deuxième appel d'offres. Pendant qu'ils étaient en train de se bagarrer, les gens n'ont pas de l'eau dans les quartiers. C'est la Banque mondiale qui débloque de l'argent. Je pense que c'est un prêt pour qu'on donne de l'eau dans tous les quartiers. Donc, il était prévu de construire des forages, des châteaux d'eau, de grands châteaux d'eau, parfois de jusqu'à 5 000
mètres cubes au niveau d'Adeti-Kopé, de Togle-Kopé, de Corée, de Zanguera, de Devego, d'Apé-Cité, de Kakaveli. Pour que ces quartiers puisqu'on puisse régler le problème d'eau dans ces quartiers-là. Dieu seul sait comment les gens souffrent dans ces quartiers jusqu'à ce jour. Donc, le projet qui a commencé depuis 2021 et que la Banque mondiale a mis l'argent à disposition déjà dans les années 2023, le projet est toujours en souffrance jusqu'en 2026 parce que le temps d'exécution du projet, parce qu'il y a plusieurs aspects de ce projet-là, moi je parle juste du volet de l'eau, le projet va jusqu'en 2029. Donc, jusqu'à présent, il y a toujours des problèmes. Et donc, on refait un nouvel appel d'offres et une nouvelle société gagne. Ce n'est pas la société que Madame voulait imposer et elle trouve des arguments pour refuser l'exécution de l'appel d'offres. Entre-temps, elle quitte le ministère et elle est nommée à la DCMP. La DCMP, c'est la Direction nationale des marchés, je ne sais pas comment vous appelez ça, la Direction nationale de la commande publique. Voilà. Elle va à la Direction nationale de la commande publique. Et donc, elle a un droit de regard sur l'exécution des marchés. Donc, elle quitte le ministère, elle va dans cette direction, elle est nommée à cette direction. Alipu arrive, Alipu reprend le dossier et Alipu constate que lorsqu'elle était au ministère de l'eau, elle n'a nommé que ses amis, des incompétents, les gens qui n'ont aucune compétence, telle personne coordonnateur de projet, telle personne PRMP, telle personne ci, telle personne ça, juste pour se faire de l'argent. Et donc, Alipu arrive, Alipu commence par détricoter tout ce qu'elle a mis en place. C'est là où la bagarre a commencé. Donc, Alipu se dit, mais elle a mis des gens qui n'ont aucune compétence. On ne peut pas exécuter un projet d'envergure avec des individus comme ça. La Direction nationale du contrôle de la commande publique, voilà. Et donc, Alipu commence par limoger ses amis. Elle a des gens dans la boîte et c'est comme ça que ses amis lui rendent compte que, voilà, que Alipu est en train de faire la chasse aux sorcières et elle a pris son téléphone. Ils se sont chamaillés plusieurs fois au téléphone avec Alipu, se sont insultés, se sont bagarrés au téléphone et c'est comme ça que c'est dit. D'ailleurs, les chaises, les meubles que tu occupes là, c'est moi qui les ai achetés. Je viens les chercher. Si tu chasses mes amis, tout ça, moi je viens chercher les meubles. Et c'est comme ça qu'elle a loué un taxi-bagage et un matin, elle a débarqué au ministère. Le Togo, c'est la cour du roi Pétou, hein, chacun fait ce qu'il veut. Donc, elle débarque au ministère et elle ramasse les meubles, elle ramasse tout. Ils se sont déjà chamaillés au téléphone plusieurs fois. Et elle ramasse tout et puis elle laisse le ministre sans bureau. Bon, Alipu, lui, s'est dit, même si je trouve une table et une chaise, je peux travailler. J'ai vu une publication de Jerry Tama qui dit qu'on l'a tagué. Donc, Jerry Tama, ton ancien collègue de l'Assemblée a besoin de meubles. Tu peux l'approcher, vous étiez ensemble députés, tu peux lui vendre tes meubles comme tu t'es reconverti en menuisier. Vous savez, les militaires qui ont fait Saint-Cyr, ils ont toujours plusieurs arcs à leur corde. Hein. C'est des gens qui sont formés en multitâches. Donc, Jerry Tama, à chaque fois qu'il rencontre un obstacle, il le transforme en opportunité. Au moins, il a cette qualité-là. Donc, tu peux appeler Alipu pour lui vendre quelques meubles. J'ai vu ton post. C'est juste pour rire, mais c'est important. Alipu a besoin des meubles. Donc, pourquoi pas consommer local. Et donc, elle va ramasser les meubles et non seulement elle ramasse les meubles, on a besoin de l'avis de non-objection de la commande publique, de la direction de la commande publique. Elle bloque le projet. Elle bloque le projet tant que ce projet n'est pas donné à l'entreprise elle voudrait voir exécuter le projet. Alors, l'argent est en souffrance. Les gens n'ont pas de l'eau dans les quartiers. De tous ces quartiers que je viens de citer, les gens n'ont pas de l'eau, l'argent est en souffrance et la Banque mondiale se fâche. Et la Banque mondiale menace parce qu'entre-temps, ils ont puisé un peu d'argent parce que le projet a plusieurs volets. C'est 75 milliards, mais 45 milliards réservés pour l'eau. Ils ont déjà pris un peu d'argent pour d'autres aspects du projet. La Banque mondiale se fâche et dit, mais si vous ne vous entendez pas, on va rapatrier l'argent dans d'autres pays parce que d'autres pays ont besoin de l'argent. Alors, la Banque mondiale ne comprend pas toute cette bagarre autour de la sélection des entreprises qui doivent exécuter le projet et elle adresse un courrier aux autorités togolaises
pour manifester son mécontentement de la manière dont les choses sont faites et leur dit, il faut que vous trouviez une solution pour qu'au moins on puisse donner de l'eau aux populations. Il y a des châteaux qui doivent être construits. Il y a eu des experts qui ont fait un travail formidable. On doit construire un château à Michintove pour desservir tous les quartiers d'Apesito et tout ça, parce que Michintove, c'est en hauteur. Un château à Devego, de très grands châteaux, des châteaux à Detikope un peu partout, pour que les gens aient de l'eau à Toglekope. Elle bloque le projet. On voit comment le Togo fonctionne. Et puis, on viendra vous parler de feuille de route. Vous allez voir Sandra Johnson qui va dire feuille de route, alors qu'il y a des ministres qui bloquent des projets, des projets nécessaires pour le pays depuis 4-5 ans, jusqu'à ce que la Banque mondiale menace de rapatrier l'argent. Après, on va accuser les gens. Donc, la Banque mondiale écrit cette note-là, dont la rédaction a une copie, réponse provisoire, transmise par les documents, tout ça, voilà. Monsieur le coordonnateur, donc la Banque mondiale écrit au coordonnateur. Nous vous remercions pour la transmission des informations complémentaires à l'issue de la première revue de l'évaluation de ces offres. Nous avons procédé à une seconde revue du dossier d'appel d'offres, DAO, du rapport d'évaluation des offres ainsi que les appels soumis par les différents soumissionnaires. Cette seconde revue porte sur les aspects techniques des offres, d'une part, et sur les analyses et recommandations sur le processus de passation du marché, d'autre part. 1. Revue technique des offres. La Banque mondiale a identifié plusieurs incohérences. C'est la Banque mondiale qui le dit. Étant donné que le projet a recruté un ingénieur conseil pour superviser les travaux et que le consortium ainsi recruté inclut un spécialiste des eaux souterraines disposant d'une solide expérience régionale en construction de forages, ces incohérences sont d'autant plus surprenantes. C'est la Banque mondiale qui écrit ça. Elle suggère que l'expert mobilisé par le projet n'a pas contribué de manière significative à l'évaluation technique de ces offres. Évaluation qui requiert pourtant une expertise technique très solide. L'analyse technique ci-dessus se concentre sur les 3 entreprises présentant le moins de critères non satisfaits. FFA Togo, FFA Cameroun, SATRE, SAR et Forage SAEMT, c'est des groupements. Critère 4.2, en parenthèse A, expérience spécifique, participation en tant qu'entrepreneur à au moins un marché public depuis le 1er janvier 2019 pour la réalisation de forages dans la formation sédimentaire côtière à une profondeur supérieure ou égale à 300 mètres. FFA, donc, elle définit la spécificité de toutes les entreprises. Donc, elle présente toutes les entreprises. Ça, c'est la Banque mondiale. C'est quand même un peu long. Je vais en arriver à la conclusion. Elle présente toutes les entreprises. Ça, c'est la Banque mondiale qui fait tout ça. Et elle ajoute, considération personnelle. Étant donné qu'il s'agit d'un marché de travaux, si le personnel proposé ne satisfait pas entièrement à tous les critères, le maître d'ouvrage peut notifier l'entrepreneur et demander le remplacement des membres du personnel. Les candidatures ne devraient pas être rejetées uniquement en raison du personnel proposé. De même qu'elles ne l'ont pas été uniquement parce que le camion citerne proposé ne correspond pas aux spécifications. Ces points peuvent être corrigés par des remplacements ou ajustements après attribution ou lors de la mise en conformité. Donc, elle passe tout ça en revue et elle conclut ceci. C'est un document que je peux mettre à votre disposition. Conclusion de la Banque mondiale. Alors, l'analyse et les recommandations de la Banque mondiale sur la passation des marchés. Je passe par là. À la suite des premiers commentaires, l'analyse et les recommandations de la Banque mondiale se présentent comme suit. 1. Le processus de passation des marchés avait déjà fait l'objet d'un précédent appel d'offres national qui s'est révélé infructueux. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que la ministre s'est opposée. Deuxième point, le présent appel d'offres, donc le deuxième, a aussi été lancé par appel d'offres national. Troisième point, une bonne approche aurait été de faire une analyse et un diagnostic approfondi des raisons de l'échec du précédent appel d'offres, ce qui aurait permis la révision d'une stratégie de passation des marchés qui prend en compte les leçons tirées de l'échec avec le respect des principes fondamentaux de passation des marchés, du règlement de passation des marchés applicable au projet. 4. Une analyse minutieuse des documents
exploitées et des recommandations laissent apparaître une inadéquation entre les exigences de qualification du présent appel d'offres et les réalités d'une étude. Et les réalités d'une étude et d'une analyse acceptable de marché de forage au Togo, tout en s'appuyant sur une approche restrictive qui ne respecte pas pleinement ce que fait les principes fondamentaux de passation de marché, notamment l'optimisation des ressources. Ainsi, l'évaluation des offres soumises à l'avis semble être trop fixée sur le respect strict des exigences de qualification. Donc, ça, ce sont les trucs de la Banque mondiale, et la Banque mondiale conclut. Quant aux Elle conclut ceci. L'analyse technique et la revue du processus de passation de marché ont révélé des incohérences empêchant la validation du rapport d'évaluation à ce stade. Nous vous invitons donc à considérer nos remarques, à réévaluer l'ensemble des soumissionnaires en tenant compte de nos recommandations et à nous faire part de votre retour. Veuillez agréer, monsieur, l'expression de nos salutations distinguées. Madame Mariam Sou, c'est la Banque mondiale qui écrit aux autorités togolaises, particulièrement le coordonnateur du projet. Et donc, ce projet-là, qui doit permettre de donner de l'eau aux Togolais depuis 2021, disons depuis 2022, est en souffrance dans les quartiers à cause des humeurs d'une dame et de quelques réseaux à elle, parce qu'elle estime que l'entreprise qui doit obtenir le marché, pour qu'elle puisse avoir peut-être sa commission, on ne donne pas le marché à cette entreprise-là et elle bloque le marché. Pendant ce temps, les populations qui sont à Devego, à Toglekopé, à Pesito, je ne sais où, Djagbele, tout ça, n'ont pas de l'eau potable. Yato, et nous que les douanes est extrêmement grave. Mais les deux gars, ils vont bon. Mais il y a son forage. Mais à mon commudo si le loméwa, ou à quoi sinon à nous. Ils vont son gasonami. 75 milliards de francs CFA, les met à 45 milliards pour l'eau, forage et château d'eau. Et depuis 4 ans, mais les dacons, nos entreprises qui là au marché a dit, va amo les simuler les communes, et simuler les villages au monde, et simuler les quartiers au monde. Et si ce projet était exécuté, ils vont réhabiliter le marché et le château du campus. Le château du campus va alimenter les quartiers comme Kégué, la Caisse et tout ça. Le château de Touko Séminaire va être réalimenté parce que c'est un château où il n'y a pas de l'eau. On l'a en forage, on l'a encore si le château, mais les quartiers de Touko Séminaire, Kakaï et nous, Solidarité, ils vont avoir de l'eau. Ils ont déjà alimenté le quartier de Baie parce qu'ils ont mis de l'eau, ils ont mis beaucoup d'eau dans le château de Baie. Donc, ils vont en Ganami. Même il va au forage, il y a au château, il y a Nassi, il y a un vieux Wanou. Mais les dacons, des commissions, kaka yovo le menacer mais là son garçon les nous vit bang yo solo et nous ministère de l'eau après solo direction de la commande publique. Voilà comment les Togo est géré. À cause de conneries comme ça, les gens n'ont pas de l'eau dans les quartiers depuis 4 ans. Et l'argent est là. L'argent est là. Et la Banque mondiale menace de rapatrier l'argent pour d'autres pays. Et vous allez voir Sandra qui va venir nous parler de feuilles de route. Franchement, voilà ce que je voulais dire sur la question de l'eau. Et voilà. Bon, on va entamer le gros dossier. Une pause de quelques minutes. Et puis, on entame le gros dossier. Avant d'entamer le gros dossier, je pense à tous nos camarades prisonniers, hein, nos compatriotes qui sont prisonniers. Qui sont dans les liens de la détention, Jean-Paul Omoulou, Affectio, les 13 détenus qui ont commencé la grève de la faim, l'humoriste Tayo, Madame Nyakade qui est dans une condition assez difficile, enfermée, comme je l'ai toujours dit, quelque part, dans une pièce à trois tours, hein, il y a 3 portes en fer. Hein, avant de voir là où, avant d'avoir accès à elle dans la pièce où elle est enfermée. Elle n'a droit à rien, même pas à une Bible, même pas à un document. Elle n'a même pas droit à un bouilloire pour chauffer de l'eau et boire. Rien du tout. Elle n'a droit à rien du tout. Et ça, quelqu'un fait ça, hein, à l'égard de sa propre femme. Enfermée à double, triple clé. Elle n'est au courant de rien. Elle n'a pas d'informations. Même Mandela qui était en prison avait droit d'écouter les informations, avait droit
d'avoir un papier pour écrire ses mémoires. Mais quelqu'un fait ça avec sa femme. Et vous trouvez des circonstances atténuantes à cette personne-là. Quelqu'un qui fait ça avec sa propre femme, si vous arrêtez, vous imaginez ce qu'il va faire avec vous. C'est la leçon qu'il faut tirer de tout ça. Ce n'est pas... Madame Yakadé, elle paie le martyr. Elle souffre le martyr. Elle a eu le courage d'exprimer ce qu'elle avait sur le cœur. Mais la manière dont elle est traitée par celui que l'on sait,